Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une exploration fascinante, à la croisée des chemins entre un récit millénaire et la science moderne. Je vous propose de nous pencher sur l'histoire de l'Arche de Noé. Loin de moi l'idée de vous dire si cette histoire est vraie ou fausse, ce n'est pas le but. Notre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir ensemble les arguments, parfois surprenants, que certains scientifiques, chercheurs et croyants avancent pour suggérer que ce récit, si souvent considéré comme un simple mythe, pourrait en réalité reposer sur des bases plausibles. Nous allons mettre de côté nos certitudes et enfiler nos casquettes d'explorateurs pour examiner les faits, les théories et les interprétations qui jettent une lumière nouvelle sur ce monument de notre culture. Notre voyage ne cherche pas à apporter une preuve définitive, il s'agit plutôt d'une enquête intellectuelle, d'une sorte d'expérience de pensée. Nous allons décortiquer, point par point, des éléments allant de la géologie à la biologie, en passant par l'ingénierie navale, pour voir comment ils pourraient s'articuler avec le texte biblique. L'objectif est de comprendre comment, pour certains, la science ne contredit pas forcément le récit, mais peut au contraire offrir des pistes de réflexion pour le rendre concevable. C'est une invitation à la curiosité, à regarder au-delà des apparences et à se demander « et si ?» Alors, que vous soyez sceptique, croyant ou simplement curieux, préparez-vous, car nous allons naviguer sur les flots de la connaissance. Nous allons donc aborder 10 arguments clés qui tentent de réconcilier ce récit ancien avec notre compréhension actuelle du monde. Chaque argument est comme une pièce d'un grand puzzle. Pris séparément, ils peuvent sembler insuffisants, mais assemblés, ils dessinent une image qui mérite notre attention. De la provenance des eaux du déluge à la survie des animaux, en passant par la construction même de l'arche, nous allons voir que des hypothèses sérieuses ont été formulées. Alors, attachez vos ceintures, car notre exploration commence maintenant. C'est parti! Le premier point qui pose souvent question, c'est la quantité d'eau phénoménale nécessaire pour un tel déluge. On imagine souvent une pluie torrentielle et ininterrompue, mais est-ce la seule source? Le texte biblique lui-même nous donne un indice crucial. La Genèse parle non seulement des écluses des cieux qui s'ouvrirent, mais aussi des sources du grand abîme, qui jaillirent. Cette idée de source souterraine a longtemps été vue comme purement poétique. Pourtant, la science moderne a fait une découverte stupéfiante. Des études géologiques récentes ont révélé l'existence de quantités massives d'eau piégée dans le manteau terrestre, la couche située sous la croûte. On parle d'un volume potentiellement équivalent à plusieurs fois celui de tous nos océans actuels, stockés dans des minéraux comme la ringwoodite. Cette découverte change radicalement la perspective. L'hypothèse avancée par certains chercheurs est qu'un événement géologique majeur, comme une activité tectonique ou volcanique d'une ampleur inédite, aurait pu provoquer la libération d'une partie de cette eau interne. Imaginez une sorte de transpiration planétaire massive, combinée à des pluies diluviennes dues à une atmosphère saturée en vapeur d'eau. Ce scénario, bien que spéculatif, offre un mécanisme plausible pour une inondation globale sans violer les lois de la physique. L'eau n'aurait pas eu besoin d'être créée pour l'occasion. Elle était déjà là, sous nos pieds. Le récit ne parlerait donc pas de magie, mais décrirait avec ses propres mots un phénomène géophysique extrême. Un autre défi majeur à la crédibilité du récit est logistique. Comment faire entrer toutes les espèces animales de la planète dans une seule arche? Des millions d'espèces, des insectes aux dinosaures en passant par les mammifères, cela semble impossible. Mais ici, une nuance linguistique est essentielle. Le texte hébreu original utilise le mot mine, qui est souvent traduit par espèce. Cependant, de nombreux spécialistes et théologiens argumentent ce que mine a un sens plus large, plus proche de notre concept de genre ou de type de base. Par exemple, Noé n'aurait pas eu besoin d'embarquer des lions, des tigres, des panthères et des jaguars, mais simplement un couple représentant le type félin. De même, un seul couple de type canin aurait suffi pour donner naissance plus tard aux loups, aux chiens et aux coyotes. Cette interprétation réduit drastiquement le nombre d'animaux nécessaires à bord. Au lieu de millions d'espèces, on passerait à quelques milliers de types de base, peut-être entre 2000 et 16 000, selon les estimations. De plus, le texte parle des animaux terrestres qui respirent par des narines. Cela exclurait d'emblée les insectes, les poissons et autres créatures marines qui auraient pu survivre en dehors de l'arche. Cette vision, combinée à l'idée d'un déluge potentiellement régional que nous verrons plus tard, rend le défi logistique beaucoup plus gérable. Il ne s'agirait plus de sauver la totalité de la biodiversité planétaire,
mais des représentants de la faune terrestre connue de l'humanité de l'époque. Même avec un nombre réduit de types d'animaux, la question de la taille et de la gestion à bord reste entière. Comment gérer un couple d'éléphants adultes ou de girafes dans un espace clos? La solution proposée est d'une logique implacable. Noé n'aurait pas embarqué des animaux adultes, mais des jeunes. Prendre des individus juvéniles, voire des adolescents, présente de multiples avantages. Premièrement, l'espace. Des jeunes animaux sont bien plus petits et légers que leurs parents. Ils occupent moins de place au sol et nécessitent des enclos moins grands et moins robustes, ce qui simplifie grandement l'aménagement intérieur de l'arche. Imaginez la différence entre loger 2 éléphanteaux et 2 mastodontes de 6 tonnes chacun. Deuxièmement, la nourriture et les déchets. Les jeunes animaux mangent beaucoup moins que les adultes, ce qui réduit considérablement la quantité de provisions à stocker pour un voyage d'environ 1 an. Moins de nourriture consommée signifie aussi moins de déchets à gérer, un point crucial pour l'hygiène et la charge de travail de la famille de Noé. Enfin, l'aspect biologique est fondamental. Les jeunes animaux ont une plus longue période de fertilité devant eux après le déluge, ce qui est idéal pour le repeuplement. Ils sont également plus adaptables et résilients aux changements d'environnement. Le choix d'animaux jeunes n'est donc pas une simple astuce, mais une stratégie de survie intelligente et tout à fait plausible. On peut se demander si une boîte en bois de cette taille, construite avec les moyens de l'époque, aurait pu réellement flotter et résister à une tempête cataclysmique. Les dimensions données dans la Bible sont très précises. 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. En utilisant une coudée standard d'environ 45 cm, cela nous donne un navire d'environ 135 mètres de long, 22,5 mètres de large et 13,5 mètres de haut. Ce qui est fascinant, c'est que ce ratio longueur sur largeur de 6 pour 1 est reconnu en architecture navale moderne comme un excellent compromis pour la stabilité et la capacité de charge d'un grand navire de transport, surtout pour un bateau qui n'a pas besoin de vitesse mais de résistance. Plusieurs études d'ingénierie et de dynamique des fluides ont été menées, notamment par des étudiants en physique de l'université de Leicester ou des instituts comme le CRISO en Corée du Sud. Leurs conclusions sont convergentes. Un navire avec ces proportions est non seulement capable de flotter, mais il est aussi extraordinairement stable. Il serait très difficile à faire chavirer, même dans des vagues de plus de 30 mètres de haut. Sa forme de grande barge rectangulaire maximise le volume intérieur et la flottabilité. Les calculs montrent qu'il aurait pu supporter le poids de dizaines de milliers d'animaux de taille moyenne sans problème. La structure, si elle était construite en bois de gopher, un bois résineux et robuste, et recouverte de poids comme le décrit le texte, aurait été étanche et solide. Un autre puzzle logistique concerne le soin quotidien des animaux. Imaginez le chaos, des milliers d'animaux à nourrir, abreuver et nettoyer chaque jour, le tout dans un espace confiné et secoué par les flots. C'est une tâche herculéenne pour seulement 8 personnes. Cependant, la nature elle-même offre une solution élégante, l'hibernation ou des états de torpeur similaires. De nombreuses espèces animales, pas seulement les ours ou les marmottes, ont la capacité d'entrer dans un état de métabolisme ralenti pour survivre à des conditions difficiles, que ce soit le froid, la chaleur ou le manque de nourriture. Ce phénomène, appelé dormance, réduit considérablement leurs besoins énergétiques, leur consommation de nourriture et d'eau et leur production de déchets. Il est donc tout à fait plausible que de nombreux animaux à bord de l'arche soient entrés dans un tel état léthargique, soit naturellement, soit induits par les conditions du voyage, obscurité, confinement, balancement constant. Cela aurait transformé l'arche d'un zoo bruyant et agité en une sorte de nurserie silencieuse et dormante. Le travail de Noé et sa famille aurait été radicalement simplifié, se concentrant sur la surveillance et les soins des quelques animaux restés actifs. Cette hypothèse ne sort pas de nulle part. Elle se base sur des mécanismes biologiques bien réels et observés. Elle offre une réponse pragmatique à l'un des plus grands défis pratiques du récit. Même en considérant des animaux jeunes et en hibernation, il fallait bien prévoir des provisions pour 1 an. La question du stockage de la nourriture et de l'eau potable est centrale. Si l'on part sur l'hypothèse de quelques milliers de types d'animaux, pour la plupart jeunes, les calculs deviennent plus abordables. Des études ont été menées pour estimer le volume de nourriture nécessaire. En se basant sur des aliments concentrés et séchés, comme des graines, du foin compressé ou des aliments granulés,
le volume total de stockage nécessaire occuperait une fraction significative de l'arche, mais resterait tout à fait gérable dans les 3 étages décrits. Le texte mentionne d'ailleurs explicitement que Noé devait emporter de tout ce qui se mange. Pour l'eau potable, la solution la plus simple aurait été la collecte de l'eau de pluie. L'arche, avec sa grande surface de toit, aurait agi comme un collecteur d'eau géant. Des systèmes de gouttières et de citernes auraient donc pu être aménagés pour stocker l'eau douce, tombant en abondance. Une partie de cette eau aurait aussi pu être utilisée pour des systèmes de nettoyage simples, fonctionnant par gravité, pour évacuer les déchets des enclos vers l'extérieur. La gestion des ressources, bien que complexe, n'est donc pas insurmontable si l'on imagine une planification rigoureuse et l'utilisation de techniques de stockage et de collecte astucieuses, tout à fait à la portée d'une civilisation capable de construire un tel navire. Une question qui se pose après le déluge est la suivante. Comment une telle diversité d'espèces a-t-elle pu réapparaître à partir des quelques milliers de types présents sur l'arche ? Eh bien, la réponse se trouve dans un concept que la génétique moderne connaît bien, la microévolution et la spéciation. L'idée n'est pas que les animaux se sont transformés en d'autres animaux, ce n'est pas de la macroévolution, mais plutôt qu'une grande variabilité génétique était déjà présente au sein de chaque type de base embarquée. Par exemple, un couple de type canin possédait déjà dans son ADN les informations génétiques permettant de donner naissance, au fil des générations et des adaptations, à différents environnements, à des loups, des renards, des chacals et même des centaines de races de chiens. Ce processus de diversification rapide, à partir d'un petit groupe fondateur, est un phénomène observé et documenté. On l'appelle l'effet fondateur. Pensez simplement à la rapidité avec laquelle les humains ont sélectionné des centaines de races de chiens, très différentes les unes des autres, à partir du loup en quelques milliers d'années seulement. De la même façon, les pinsons de Darwin aux Galapagos se sont diversifiés en de multiples espèces à partir d'un ancêtre commun pour s'adapter à différentes niches écologiques. La génétique nous montre que le potentiel de diversification est immense et peut s'exprimer très rapidement lorsque de nouveaux territoires sont à coloniser, comme c'était le cas pour le monde post-déluge. L'histoire de Noé est-elle unique ? Eh bien, loin de là. L'un des arguments les plus troublants en faveur d'un événement historique réel est la présence de récits de déluge dans des centaines de cultures à travers le monde. Des anthropologues et des historiens ont recensé plus de 200 de ces légendes sur tous les continents. De l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, qui présente des similitudes frappantes avec le récit biblique, aux mythes des peuples autochtones d'Amérique, de Chine, d'Inde ou d'Australie. Même si les détails varient, le schéma de base est souvent le même. Une divinité décide de détruire l'humanité corrompue par une grande inondation, mais prévient un homme juste et sa famille, leur ordonnant de construire un bateau pour se sauver avec des animaux. Alors, comment expliquer cette quasi-universalité ? Il est peu probable que toutes ces cultures, séparées par des milliers de kilomètres et des siècles, aient inventé indépendamment une histoire si spécifique. Certains y voient la preuve d'une mémoire collective, d'un traumatisme partagé par l'humanité primitive qui s'est transmis oralement et s'est adapté aux contextes locaux au fil du temps. Cet événement marquant, qu'il ait été un déluge global ou une série de catastrophes régionales majeures, aurait laissé une empreinte si profonde dans la conscience humaine qu'il serait devenu un mythe fondateur pour d'innombrables civilisations. La convergence de ces récits est un indice qui ne peut être ignoré. La dernière grande question est: où toute cette eau est-elle allée ? Si la terre a été inondée, comment a-t-elle pu redevenir sèche ? Le psaume 104 dans la Bible offre une description poétique. Les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent. Cette phrase, interprétée à la lumière de la géologie moderne, pourrait décrire des phénomènes tectoniques de grande ampleur. La théorie de la tectonique des plaques nous apprend que la croûte terrestre n'est pas statique. Elle bouge, entre en collision, et des montagnes se forment. On parle d'orogenèse, tandis que des fonds marins s'affaissent, ce qu'on appelle la subsidence. Un événement cataclysmique comme celui décrit pourrait avoir été accompagné ou suivi d'une activité tectonique accélérée. L'hypothèse avancée est que le poids de l'eau sur les continents aurait pu provoquer un affaissement des plaques océaniques qui sont plus denses et une élévation isostatique, un rebond, des plaques continentales plus légères. En d'autres termes, les bassins océaniques seraient devenus plus profonds, aspirant l'eau qui recouvrait les continents, tandis que les montagnes continuèrent de s'élever. Ce processus, qui se produit normalement sur des millions d'années,
aurait pu être considérablement accélérée par les conditions extrêmes du déluge. La topographie actuelle de notre planète, avec ses profondes fosses océaniques et ses hautes chaînes de montagnes, serait donc, dans cette perspective, une conséquence directe de la dynamique du retrait des eaux du déluge. Nous voici au terme de notre exploration. Nous avons navigué à travers 10 arguments qui, chacun à leur manière, tentent de jeter un pont entre le récit millénaire de Noé et les découvertes de la science moderne. De la géologie des profondeurs à la génétique, en passant par l'ingénierie navale, nous avons vu que des hypothèses existent pour rendre chaque aspect du récit plus plausible qu'il n'y paraît au premier abord. Il est crucial de le rappeler. Ces arguments ne constituent pas des preuves irréfutables. Ils ne démontrent pas que le déluge a eu lieu tel que décrit. Ils représentent plutôt une collection fascinante de possibles, des pistes de réflexion qui montrent que la foi et la raison ne sont pas toujours des adversaires. Le but de cette vidéo n'était pas de vous convaincre, mais de vous équiper d'informations et de perspectives différentes. Que l'on considère l'arche de Noé comme une vérité historique, une allégorie profonde ou un mythe culturel, l'exercice consistant à confronter le récit à la science est intellectuellement stimulant. Il nous pousse à questionner nos propres certitudes, à approfondir notre connaissance du texte et du monde qui nous entoure. Il montre que même les histoires les plus anciennes peuvent encore nous surprendre et susciter des débats passionnants à l'ère de la connaissance scientifique. J'espère que ce voyage vous a intéressé et a piqué votre curiosité. Le dialogue entre les récits anciens et la science est un champ d'exploration infini. Je vous encourage à poursuivre vos propres recherches, à lire, à vous informer et à forger votre propre opinion. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Quelle est votre perspective sur le sujet? Quel argument vous a le plus surpris? Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure et à très bientôt pour de nouvelles explorations.